Bismillahirrahmanirrahim. Ce cours est consacré au concept d'interblocage et les méthodes de détection d'interblocage. On va définir l'interblocage et étudier deux techniques de détection d'interblocage. La première technique basée sur les graphes et la deuxième technique algorithmique où on va utiliser des vecteurs et les matrices qui représentent l'état du système à un instant donné. Les processus demandent l'allocation des ressources nécessaires à leur exécution progressivement, puis libèrent une ressource dès qu'il termine son utilisation. On dit que l'allocation est partielle, c'est-à-dire au fur et à mesure des besoins. Lorsque les ressources demandées par un processus ne sont pas disponibles à l'instant de la demande, ce processus passe à l'état bloqué et doit attendre jusqu'à leur libération effective. Donc, chaque processus peut demander cas unité ou exemplaire d'une ressource, par exemple d'une classe CI. Puis, il utilise les exemplaires alloués de la ressource et enfin, il libère les exemplaires alloués de la ressource dès qu'ils terminent leur utilisation. On peut définir l'interblocage par la situation où un ensemble de processus est en attente circulaire de libération de ressources qui ne peut venir que d'un autre ensemble, un autre processus du même ensemble, et que les conditions de cette libération restent indéfiniment non satisfaites. Par exemple, on a trois processus. P1 est bloqué en attente d'une ressource allouée à P2. P2, lui, est bloqué en attente d'une ressource allouée à P3. Et P3 est bloqué en attente d'une ressource allouée à P1. Donc, on a une attente circulaire entre les trois processus. Si les conditions de libération restent non satisfaites, donc le processus peut rester en attente circulaire infiniment. Afin d'étudier les techniques de détection d'interblocage, on doit d'abord voir comment le système peut être représenté à un instant donné. On a deux manières ou représentations, graphique et matricielle. Graphiquement, on peut représenter les processus et les ressources par des sommets. Donc, généralement, les processus sont représentés sous forme de cercle et les ressources sous forme de rectangle avec des points. Les points représentent le nombre d'exemplaires de la ressource. Côté matriciel, on a donc le vecteur Rmax qui compte le nombre d'exemplaires de chaque ressource dans le système. Ici, dans l'exemple, on a par exemple 2 exemplaires de la ressource R1 et 3 de la ressource R2. L'ensemble des arcs représente les relations entre processus et ressources. Un arc d'allocation allant du point de la ressource à un processus signifie que l'exemplaire est alloué au processus. Donc, côté matriciel, on a la matrice allocate, ou la matrice d'allocation, qui donne le nombre d'exemplaires de chaque ressource allouée par chaque processus. Donc, chaque colonne représente une ressource et chaque ligne représente un processus. Donc, dans cet exemple, on a P1 à allouer un exemplaire de la ressource R1 et un exemplaire de la ressource R2. P2 a alloué un exemplaire de la ressource R1 et enfin P3 a alloué
un exemplaire de la ressource R2. Donc on peut voir sur le graphe et on peut aussi le voir sur les matrices. Le vecteur available, ou bien disponible, donne le nombre d'exemplaires libres de chaque ressource, c'est-à-dire non alloués au processus. Ce vecteur peut être calculé à partir de Rmax et aussi la matrice allocate. On peut aussi représenter les arcs de requête ou bien les arcs de demande. Un arc de requête en attente allant d'un processus à une ressource signifie que la ressource est demandée par le processus. Donc, on a la matrice des requêtes qui indique le nombre d'unités demandées par chaque processus. Donc là, on a P1 qui demande deux exemplaires de la deuxième ressource et P2 qui demande un exemplaire de la deuxième ressource. On va étudier deux techniques pour la détection d'interblocage. Donc la première technique d'interblocage basée sur les graphes des attentes, c'est une technique de détection qui peut être utilisée dans le cas de ressources qui existent en un seul exemplaire. Donc, le graphe des attentes est obtenu en éliminant du graphe d'état tous les sommets de type ressource. Donc, on garde que les sommets de type processus. On déduit qu'un processus est en attente d'un autre processus dans le cas où le premier est en attente d'une ressource allouée au deuxième. Par exemple, un processus PI qui demande une ressource RK qui est déjà alloué à un processus PJ, signifie que le processus PI doit attendre le processus PJ. C'est-à-dire qu'il doit attendre que l'autre libère la ressource pour pouvoir l'allouer. Ensuite, pour détecter un interblocage, il devient à chercher au moins un circuit dans le graphe des attentes. Donc l'absence de circuit indique un état sain, c'est-à-dire pas d'interblocage. Par contre, la présence d'un circuit indique que les processus formant ce circuit sont interbloqués. Prenons l'exemple suivant. Donc, on suppose trois processus et deux ressources dans le système à un instant T, représentés par le graphe d'état du système, représenté par cette figure. Et donc, on a la ressource R1 demandée par P1 et déjà allouée au processus P2. Donc, on déduit que P1 doit attendre P2. C'est-à-dire que P1 demande une ressource R1 qui est allouée au processus P2. Donc, on déduit dans le graphe d'attente que P1 doit attendre P2. Donc, on ajoute un graphe, plutôt dans le graphe, un arc d'attente entre P1 et P2. La deuxième ressource, la ressource R2, elle est demandée par P2 et P3 et déjà allouée à P1. Donc, on déduit que P2 et P3 doivent attendre que P1 libère la ressource pour pouvoir l'allouer. Donc, on ajoute les arcs d'attente. P2 attend P1 et P3 attend P1. Donc, après le dessin du graphe des attentes, on cherche dans ce graphe s'il existe un circuit ou non. S'il existe au moins un circuit. Donc là, on remarque qu'il y a un circuit entre P1 et P2. Donc P1 attend une ressource allouée à P2 et P2 attend une ressource allouée à P1. Donc on déduit qu'il y a interblocage. La deuxième technique de détection d'interblocage est la méthode de détection de l'état sain
ou la recherche de suites saines. Cette technique est utilisée pour les ressources qui existent en plusieurs exemplaires. Son principe est de vérifier si on peut allouer les ressources au processus dans un certain ordre, tel que tous les processus du système peuvent s'exécuter jusqu'à leur fin sans interblocage. Donc le test de l'état sain consiste à initialiser l'ensemble reste par les processus actuellement dans le système, l'ensemble de suites saines initialement vide et le vecteur de travail, le work, initialisé par le vecteur available ou les ressources disponibles. Puis on cherche dans une boucle s'il existe un processus dans l'ensemble reste à qui on peut allouer les ressources disponibles, c'est-à-dire qui vérifie la contrainte requête inférieure ou égale à disponible. Si oui, donc on met à jour les ensembles rest et la suite saine ainsi que le vecteur des ressources disponibles. Donc on supprime le processus de rest et on le met dans la suite saine. On déduit que ce processus peut allouer les ressources qui lui manquent afin de terminer son exécution et puis il quitte le système. En quittant le système, il libère toutes ses ressources, c'est-à-dire déjà allouées. De ce fait, on ajoute au vecteur de travail le vecteur d'allocation du processus qui a libéré les ressources, c'est-à-dire les ressources deviennent disponibles. On s'arrête dès que l'ensemble reste devient vide, c'est-à-dire la suite saine est complète, ou qu'il n'existe plus de processus dans le reste qui satisfait la contrainte. En sortant de la boucle, si reste est égal à l'ensemble vide, donc on déduit que l'état du système est sain, c'est-à-dire pas d'interblocage. Sinon, les processus qui restent dans le reste sont interbloqués. Donc, prenons l'exemple de tout à l'heure, où on avait 3 processus et 2 ressources qui existent en plusieurs exemplaires. On a donc leur matrice allocate, available et request. Donc, on va initialiser l'ensemble rest à l'ensemble des 4 processus. Puis, on cherche s'il existe dans l'ensemble rest un processus à qui on peut allouer les ressources disponibles. Donc, work est initialisé à 0,1 selon available, c'est-à-dire les ressources qui sont disponibles actuellement. Donc, on commence par exemple, P1. P1, il a demandé, donc dans la matrice request 0,2, donc c'est-à-dire il a demandé 2 ressources, bien 2 exemplaires de la ressource R2. Donc, on vérifie la contrainte. Est-ce que la requête de P1 est inférieure ou égale à work? Est-ce que 0,2 est inférieur ou égal à 0,1? Non. Oui, donc on compare élément par élément. Donc 0 inférieur ou égal à 0, mais 2 n'est pas inférieur ou égal à 1. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de ressources disponibles pour satisfaire la requête de P1. Donc on dit que la contrainte n'est pas satisfaite. Donc on passe à P2. La requête est à P2, donc c'est 0,1. Donc 0,1 est inférieur ou égal à 0,1. Donc oui, pour P2. Alors, on supprime P2 de l'ensemble reste et on le met dans la suite saine. Puis, on met à jour le vecteur de travail qui est égal à l'ancienne valeur 0,1 plus allocate de P2 qui est égal à 1, 0. Donc, on aura à la fin 1, 1. Ça veut dire P2, on suppose que P2, il va allouer les ressources qui lui manquent, il va s'exécuter. Il quitte le système. Dès qu'il quitte le système, toutes les ressources déjà allouées seront libres. Donc, le vecteur de travail sera mis à jour. On aura à la fin, après l'exécution de P2, les ressources disponibles à 1. Puis, donc, après, on revient toujours à l'ensemble reste. Il reste P1 et P3. Donc, on cherche s'il y a un processus maintenant qui satisfait la nouvelle contrainte, c'est-à-dire après la mise à jour de work. Pour P1, avec sa requête 0,2, c'est toujours pas possible.
bon, 0 est inférieur ou égal à 1, mais 2 n'est pas inférieur ou égal à 1. Donc, pour P1, il demande 2 exemplaires de la deuxième ressource. Donc, on vérifie pour P3. La requête de P3, c'est 0, 0. Donc, P3, il satisfait la contrainte. Donc, 0, 0, c'est toujours inférieur ou égal à d'autres valeurs. Donc, on supprime P3 dans l'ensemble reste et on le met dans la suite simple. Puis, on met à jour le vecteur de travail qui est égal à l'ancienne valeur, à 1, plus allocate de P3 qui est égal à 0,1. Donc, on aura à la fin work est égal à 1, 2. Puis, on teste à nouveau pour P1, parce qu'il ne reste que P1 dans l'ensemble reste. Sa requête est 0,2. Donc, 0,2, est-ce qu'il est inférieur ou égal à 1, 2? Oui. Donc, la contrainte de P1, elle est maintenant, on peut la satisfaire la contrainte par rapport à P1. Donc, on supprime P1 de l'ensemble reste et on le met dans la suite SAN et on met à jour le vecteur de travail qui est égal à l'ancienne valeur plus allocate de P1. Donc, à la fin, Céleste est égal à l'ensemble vide. Normalement, work est égal à Rmax. Dès que tous les processus s'exécutent et quittent le système, toutes les ressources, bien sûr, deviennent libres, c'est-à-dire disponibles. Donc, le original work est égal à Rmax à la fin, si reste est égal à l'ensemble vide. Sinon, ça veut dire qu'il y a des erreurs dans le calcul, quelque part. Donc, on a trouvé un ordre d'allocation de ressources qui permet à tous les processus de s'exécuter. À la fin, on a un reste donc est égal à l'ensemble vide. Donc, on déduit que l'état du système est sain, c'est-à-dire il n'y a pas d'interblocage à l'instant T du système. Donc, vous trouvez des exercices par rapport à ce cours en vidéo sur